Amis auditeurs, bonsoir. Amis auditeurs, bonsoir. L'histoire du développement des nations nous donne des leçons diverses et des trajectoires singulières. Si hier les États se limitaient à leurs ressources internes propres et à la production locale pour relever les défis de leur développement, l'on sait aujourd'hui que les paradigmes ont changé. Depuis la conquête des mers et la période des grandes explorations, le développement n'est plus l'affaire des seules ressources du territoire et de la force de travail des populations. Partout, sur les routes et les mers et la période des grandes explorations, le développement n'est plus l'affaire des seules ressources du territoire et de la force de travail des populations. Partout sur les routes et les mers, caravaniers et explorateurs se sont lancés à la recherche des matières premières. Il en est à résulter un essor rapide du commerce international et de l'industrialisation avec l'avènement du siècle des Lumières et la révolution technologique. Les nouveaux défis des nations industrialisées ont consisté à accroître leurs approvisionnements en matières premières et trouvent des marges de consommation pour leurs produits manufacturés. Ainsi sont nées les vices-impérialistes. Elles ont succédé aux tristes périodes de l'esclavage et de la colonisation pour s'étaler jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la naissance de l'Organisation des Nations Unies. À cette période, l'économie de l'Europe, déjà rudoyée par la Première Guerre mondiale, finit par s'affaisser. Les réalités sont si dramatiques qu'il faut lui venir en aide. Ainsi se justifie le fameux plan Marshall. Dans la même période, l'on assiste à la naissance de l'État hébreu et la même logique de l'appui extérieur va prévaloir. Le nouvel État bénéficie de l'appui inestimable de la diaspora juive en Europe et des États-Unis. C'est aussi dans cette perspective du rôle de la diaspora qu'il faut inscrire le sort de certains États comme le Liban. Si ce pays tient encore debout malgré la rude guerre que lui impose Israël, c'est à cause de sa diaspora. Au regard, on peut dire de même pour Haïti, subsiste à cause de la diaspora, l'argent, la nourriture et tout. Au regard de ces précédents historiques, l'on pourrait raisonnablement s'interroger sur l'utilité d'un plan Marshall pour l'Afrique et d'une implication plus accrue de sa diaspora pour son développement. Il est évident que la trajectoire des deux continents n'est pas la même, mais l'objectif est de montrer combien il est important d'employer les grands moyens et de mettre la diaspora à contribution quand cela est nécessaire. Si ailleurs, les diasporas s'impliquent directement dans le développement de l'État pour soutenir le système bancaire, les investissements dans les infrastructures et le développement du secteur public, ce n'est pas le cas pour les diasporas africaines. Celles-ci ne sont pas associées au développement en tant que partenaires privilégiés. En effet, l'appui des diasporas africaines se traduit par les aides apportées aux membres de la famille restés au pays. Ces aides généralement orientées vers l'assistance médicale et servent
à payer les ordonnances ou encore la scolarité des enfants et enfin, dans une large mesure, à prendre en charge les personnes fragiles et vulnérables de la famille. La véritable préoccupation est donc de savoir comment sortir de ce assistanat improductif à moyen et à long terme pour faire de la diaspora un véritable pilier pour le développement, à l'instar de la contribution des diasporas juives et libanaises dans la construction de ces États respectifs. Cette question émerge par ailleurs dans un contexte où il se pose avec acuité un changement des paradigmes de l'économie dans une dynamique de souveraineté. Comment sortir de la spirale de la dette pour amorcer enfin un développement sous fonds propres avec l'appui d'une diaspora transformée en premier partenaire du développement? La réponse est connue. Pour mettre fin à l'endettement, il faut commencer par arrêter de prendre des dettes. Cela suppose qu'il faut trouver les ressources du développement en dehors du système financier international. Des initiatives pour sortir de l'endettement chronique en Afrique ont existé, mais en tête freine. Alors, c'est le cas de la Côte d'Ivoire avec l'histoire du budget sécurisé. Dès son ascension au pouvoir en octobre 2000, le président Laurent Gbagbo met en place le budget sécurisé et décide de financer le développement de son pays par une bonne gestion des deniers publics. Quand ce programme, jugé irréaliste pour un État africain, a commencé à porter fruit, l'administration financière internationale, à l'instigation de la France, est rentrée en scène pour stopper cet élan de souveraineté très mal perçu. La France imposait à Laurent Gbagbo une rébellion dès septembre 2002. Il traînera cette rébellion jusqu'en 2011 où il finit par être renversé. Cependant, l'histoire du budget sécurisé a démontré qu'un pays peut se développer avec ses propres ressources. C'est ce que le capitaine Traoré a compris. Si le contexte semble être différent, il demeure fondamentalement le même. La révolution populaire progressiste entame par le régime Traoré est en train de porter ses fruits. Le Burkina Faso a pris la résolution d'autofinancer son développement en même temps qu'elle se bat crânement pour vaincre le terrorisme imposé par la France. Dans cette guerre épique qui engage la dignité de tout un continent, la question est de savoir si la communauté africaine va continuer de se comporter en simple spectatrice. La diaspora africaine et la communauté des afro-descendants vont-ils regarder de loin, comme ce fut le cas pour Kadhafi et pour Laurent Gbagbo, alors que l'AES nous indique fièrement la voie? Allons-nous limiter à nos vœux et à nos belles intentions pour une Afrique émancipée et plus belle, pour reconstruire l'Europe de l'après-guerre, pour faire émerger l'État d'Israël et pour maintenir debout le Liban? Il a fallu manifester une volonté politique forte
et mobilise une diaspora déterminée à porter sa pierre à la construction des pays en ruine ou en phase d'émergence. Au-delà de la diaspora burkinabé et de manière élargie, celle de l'AES, la communauté africaine dans le monde, ainsi que les afrodescendants, ne devraient-ils pas sortir de grandes rhétoriques pour apporter une aide concrète au développement des États du Sahel? C'est pour répondre à ces questions que nous recevons aujourd'hui M. Adorimou. Il est écrivain, exilé politique, coordonnateur général de l'unité d'action patriotique de la diaspora béninoise, UAPDB, membre fondateur du mouvement pour la souveraineté économique et monétaire en Afrique, MOSEMA, et de la Fédération mondiale pour la réparation des crimes de l'esclavage, MIA-Monde. Monsieur Adomo, bonsoir et bienvenue sur les ondes du Mediaphare. Bonsoir à Mediaphare, bonsoir Evelyne. Merci de me recevoir. C'est un honneur, un grand honneur, un honneur renouvelé que d'être là. Et nous passerons donc ce temps, nous le mettrons à profit pour apporter ce que nous pouvons pour toujours participer à vos côtés au combat d'une Afrique qui se réveille et d'une Afrique qui gagne. Monsieur Adomo, il est connu de tous qu'après la fin de la coopération militaire avec la France et des difficultés économiques qui ont suivi, tous les observateurs avaient promis la mort économique du Burkina Faso. 3 années après le départ de l'armée française en 2023 et de la baisse des investissements français, comment se porte le Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré? Eh bien, notre réponse est affirmative, elle est positive. Il y a quelques années en arrière, oui, personne ne donnait, personne ne pensait que ce régime allait pouvoir subsister, surtout après le départ de l'armée française. Vous savez que le Burkina Faso est une ancienne colonie française et que les colonies ont été conçues comme étant des appendices de la métropole. Donc l'économie a été organisée de sorte que sans la mère patrie, la France, les colonies ne soient pas viables. Et donc c'est dans cette perspective que tous les observateurs politiques, tous les économistes ont dit que si la France se retire, le Burkina Faso sera mort économiquement. Mais 3 ans après, le constat démontre que ce pays se porte bien, que son économie se porte bien, que ce pays fait des choses extraordinaires, que ce pays tient debout. Eh bien, c'est sous cet angle-là qu'il faut percevoir ce pays. Il n'est pas un pays à terre, il n'est pas un pays désarticulé. Malgré donc les assauts du terrorisme, de cette guerre, ce pays tient debout. Voilà donc ce que je puis apporter comme réponse à votre question. Merci, monsieur Adeomu. Le Burkina Faso a été mis à la touche par le BCAO et ne bénéficie plus de l'aide au développement des partenaires internationaux tels que la France, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.
comment ce pays, le Burkina Faso, arrive-t-il à survivre dans ce contexte? Eh bien, le Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré fait un choix très clair, un choix politique fort. Il dit, ben, la communauté internationale me lâche, la communauté sous-régionale, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest me lâche, ça devient difficile à l'international, donc il faut que je me réorganise. Et le président Ibrahim Traoré donc décide de prendre sa population comme premier partenaire au développement. Et tourne dos à la démocratie telle que vendue par l'Occident et décide de s'engager dans une révolution progressiste et populaire. Ça veut dire que le financement du développement doit se faire avec les populations du Burkina Faso et avec la diaspora du Burkina Faso. C'est donc ce défi très grand que ce régime va se lancer à lui-même. Et aujourd'hui, on peut affirmer que ce régime est en train de réussir ce défi. Il est en train de réussir parce que les populations s'investissent, ils ont compris, les populations apportent comme elles peuvent leur contribution. Il y a des grandes infrastructures, mais le président a lancé aussi une initiative présidentielle qu'on appelle Faso Mebo, qui veut dire en langue locale, je contribue à la construction de ma nation. Et donc, c'est cette volonté politique de s'appuyer sur ses propres ressources. Et beaucoup de pays sont déjà passés par ces expériences-là et ont réussi. Ce qui est extraordinaire donc, c'est que ce pays envoie un message fort aux autres anciennes colonies et aux autres pays africains en disant que si on n'a pas l'appui de la puissance coloniale, si on n'a pas l'appui de la Banque mondiale et du FMI, on peut donc résister, on peut être viable et on peut s'engager sur la voie du développement. Merci, monsieur Adeomo. Monsieur Adeomo, malgré la pression du terrorisme et la perte de ses partenaires au développement, le Burkina Faso est engagé pour la souveraineté alimentaire et l'on constate que le pays est en chantier. Comment ce pays arrive-t-il à survivre et à faire face aux défis du développement? Eh bien, comme nous l'avons dit dans notre précédente réponse, mais le miracle se trouve au Burkina Faso lui-même. Le miracle se trouve dans le partenariat que le président a noué avec ses propres populations. Et les défis à relever étaient notamment donc les défis sécuritaires. Ce pays était donc attaqué par une rébellion, le terrorisme, voilà, donc depuis plus d'une décennie, et il n'a pas pu donc trouver les moyens de se débarrasser. Et ce pays a pris donc la décision courageuse de renvoyer les forces françaises et de s'assumer. C'est là que le miracle commence, le fait de s'assumer, le fait de dire nous pouvons compter sur nos propres forces. Et donc la mobilisation financière sur place va permettre donc de faire face non seulement aux défis sécuritaires, mais aux défis alimentaires. Et le président Ibrahim Traoré va doter le monde paysan des engins mécanisés. Il va assister les associations coopératives, il va investir, et c'est des milliards qui sont investis. Ces milliards donc existaient au Burkina Faso, il fallait savoir les mobiliser tout simplement. Et donc, vous savez que ce pays fait partie, avec quelques pays de la sous-région, notamment les pays du Sahel, des pays que l'on a classés comme étant les plus pauvres au monde, les plus mal nutris au monde. Mais aujourd'hui, ce pays est en train de démontrer que s'il était que des puissants, des milliards ont été investis dans la souveraineté alimentaire, dans la mécanisation de l'agriculture. C'est des centaines et des centaines d'engins mécanisés qui ont été offerts aux agriculteurs. Et en plus, des spéculations, c'est-à-dire des cultures qui existaient déjà,
ce pays s'est lancé aussi dans des cultures qu'on disait ne pas pouvoir pousser au Burkina Faso. Et donc, c'est l'exemple du cacao, du café, c'est l'exemple du raisin, c'est l'exemple de la fraise. Autant de spéculations qu'on avait dit impropres. Donc, non seulement ce pays relève le défi, mais ce pays commence à expérimenter de nouvelles cultures dans son agriculture. Donc, voilà donc ce que nous apportons comme réponse à votre question. Merci, monsieur Adormo. Monsieur Adormo, à l'instar de certains pays dont les diasporas sont économiquement fortes, le Burkina Faso vient de lancer un appel à sa diaspora. Pensez-vous que cet appel est réaliste et que la diaspora burkinabé sera à la hauteur du défi? Nous pensons qu'il n'y a pas de raison d'être pessimiste. Il n'y a pas de raison de ne pas croire à ce que cet appel ait un écho favorable. Vous savez, la diaspora regarde un peu ce qui se fait à l'intérieur. Et quand les populations à l'intérieur, qui sont jugées moins nanties que celles qui sont sorties du pays, s'engagent dans le développement, se mobilisent pour apporter leur contribution telle qu'elles peuvent, pour soutenir la vision progressiste et populaire de l'économie, ceux qui sont à l'extérieur se disent c'est un devoir pour nous de rentrer dans la dynamique. Si nos compatriotes de l'intérieur arrivent à mobiliser des milliards de francs, mais nous pouvons aussi en faire autant. La diaspora burkinabé est estimée à 16 millions de population, et ces 16 millions de population font un peu moins de la population locale qui elle-même est estimée à 24 millions. Donc vous voyez qu'il n'y a qu'un gap de 8 millions. Donc ceux qui sont à l'extérieur, on va dire, ont une capacité financière plus forte que ceux qui sont à l'intérieur. Si ceux qui sont à l'intérieur arrivent à mobiliser 3 000 milliards, ceux qui sont dehors peuvent facilement mobiliser le double. Donc c'est une très bonne initiative d'avoir pensé à la diaspora et de lancer ce qu'on appelle la diaspora bond. Vous avez dit dans votre propos introductif qu'il y a des pays qui vivent de la diaspora, des pays qui ont une diaspora forte. Vous avez cité Israël, vous avez cité le Liban, vous avez parlé de l'Arménie. Ce sont des exemples qui existent et ce sont des exemples qu'on peut suivre donc. Et donc le Burkina Faso a lancé il y a seulement un mois, on va dire quelques semaines, ce défi, ce grand défi de la diaspora bond et veut mobiliser 240 milliards. Est-ce que c'est possible donc de mobiliser 240 milliards à l'extérieur? Nous pensons que c'est possible. Nous pensons que cela est possible. Vous savez, l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso qui est financée sous fonds propres par le gouvernement est estimée à 200 milliards, mais ces 200 milliards ont été mobilisés sur place. Il n'y a pas eu d'apport extérieur, plus de Banque mondiale, plus de FMI, plus de Club de Paris, plus rien, mais les Burkinabés ont pu mobiliser 200 milliards pour faire une autoroute extraordinaire. C'est 4 voies fois 2, ce qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de ce pays. Et donc, si ce pays a la capacité de faire réagir sa population en interne, mais elle pourra donc facilement mettre en mouvement sa diaspora. Donc, c'est une très bonne initiative et il faut y croire. Et nous y croyons fortement, pour nous qui regardons de près ce qui se fait au Burkina Faso. Merci, M. Adormo. Vu que l'AES est particulièrement le Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré font la fierté d'une Afrique qui rêve souveraineté. Comment les diasporas africaines et la communauté afrodescendante pourraient-elles accompagner cet élan de souveraineté? Alors, je reviens toujours à votre propos introductif dans lequel il y a eu des choses assez intéressantes. Vous avez parlé du plan Marshall. Vous avez parlé du plan Marshall pour la reconstruction de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. L'Afrique se trouve dans une posture, elle ne sort pas d'une guerre mondiale.
mais elle a tellement souffert des atrocités de l'esclavage, de la colonisation, de la néocolonisation, des tentatives de déstabilisation, et notamment pour le Burkina Faso et les pays du Sahel. Elle souffre encore donc de la nouvelle colonisation qu'on appelle le terrorisme. Mais donc, les autres Africains qui sont en train de regarder ce qui se passe de très extraordinaire dans ces trois pays qui constituent l'AES aujourd'hui, doivent pouvoir, dans l'esprit du plan Marshall, se dire, nous devons pouvoir soutenir ces pays qui sont en train de se mettre debout. Nous devons pouvoir soutenir le Burkina Faso qui est en train de faire un appel à sa diaspora. Au-delà de la diaspora burkinabé, nous pensons que la diaspora africaine, dans toute sa grande complexité et dans toute sa dimension, ainsi que la communauté afrodescendante, doit pouvoir s'approprier cet appel. Vous savez, le Burkina Faso fait tellement la fierté de l'Afrique actuellement que les Africains doivent trouver le moyen de s'impliquer dans le développement de ce pays, dans le développement du Niger, dans le développement du Mali. Ce pays dit, je vais essayer de réussir ce que les autres régimes n'ont jamais réussi et ce qu'aucune colonie n'a réussi. Quand elle commence à réussir et quand elle commence à montrer de très bons signes, les Africains, à l'instar de cette grande inspiration que Marcus Garvey avait eue au début du siècle, doivent pouvoir se dire, nous devons pouvoir saisir cette opportunité et apporter notre contribution. Je souhaite donc que la diaspora africaine, au-delà de la diaspora burkinabé, mais rentre en contact avec les autorités qui s'occupent de la diaspora bonde, les autorités qui s'occupent donc de la collecte des fonds à travers le projet Patrimoine, et dire comment est-ce que nous pouvons apporter notre contribution, comment nous pouvons apporter notre aide, comment nous pouvons apporter nos énergies, comment nous pouvons apporter nos expertises. L'apport de la diaspora n'est pas seulement attendu sur le plan financier, mais sur le plan de l'expertise, sur le plan du savoir-faire, de ce qui peut être fait. Quand vous parliez de la diaspora israélienne apporte son concours à différents niveaux. Il y a les actes de don et de philanthropie. La diaspora juive aux États-Unis ou en Allemagne ou en France décide par exemple de construire une école, un lycée, une université. C'est une construction, c'est un apport direct. Elle décide par exemple aussi de se comporter en acteur économique. Et sur ce plan-là, elle va prendre des actions dans les projets structurants. Vous avez dit dans votre propos introductif que la diaspora africaine a un comportement, c'est un comportement donc qui n'influence pas directement le développement, c'est un comportement qui permet donc à chaque parent à l'extérieur, en Europe, aux États-Unis, un peu partout, d'apporter des aides financières pour faire face aux problèmes de santé, aux problèmes de scolarité, aussi aux problèmes de nourriture de la famille. Mais cette fois-ci, la diaspora peut décider de devenir un acteur de développement. Et je peux être burkinabé, je peux être congolais, je peux être béninois, togolais, zaïrois, et décider de m'intéresser à ce qui se fait au Burkina Faso. En ce moment, j'interviens non en tant que philanthrope, mais j'interviens en tant qu'actionnaire. Je peux prendre donc des actions dans le développement du Burkina Faso. Je peux décider d'apporter ma contribution. C'est une action pour investir dans un projet. Et ça doit pouvoir se travailler, ça doit pouvoir se discuter, ça doit pouvoir se faire de manière assez intelligente. Et si la diaspora s'organise bien et est bien mobilisée, avec des structures de relais comme Mediapart, mais le travail pourra se faire de manière assez intelligente. Et le plan Marshall, les Africains doivent pouvoir trouver un moyen d'inventer un nouveau plan Marshall. Tous les Africains, en dehors de l'Afrique, peuvent dire nous nous constituons comme des actionnaires pour financer le développement du continent. Et cela est bien possible, et cela est faisable. Il suffit de le vouloir. Et pour le vouloir, on n'a qu'à imiter des exemples qui marchent. Et le meilleur exemple qui marche actuellement sur le continent, c'est l'exemple d'Ibrahim Traoré, qui est arrivé aux affaires en 2002. On dit qu'il ne pourra rien,
réussi parce qu'il n'a pas les moyens. Il dit, nous allons trouver les moyens. Et il trouve les moyens. Et il est en train de réussir des choses extraordinaires. On doit pouvoir aussi servir ça comme stimulant, comme une raison, comme une motivation de se mettre en mouvement pour accompagner l'Afrique dans cet élan de renaissance et de souveraineté. Sur ces mots, monsieur, à des moments, vouloir c'est pouvoir. Absolument. Absolument. Mediafar vous remercie. À la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Merci. À la prochaine. Au revoir.